Au Burkina Faso, l'opposition réclame la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Elle dénonce leur incapacité à faire cesser les tueries dans le pays depuis plusieurs années. En RDC, la Cour constitutionnelle déboute Zoé Kabila, frère de l'ancien président Joseph Kabila. Sa destitution de son poste de gouverneur a été confirmée par les juges. Et puis, plus de cas d'Ebola en Guinée-Conakry. Les autorités étatiques ont officiellement annoncé la fin de la deuxième vague de l'épidémie dans le sud du pays. Précision à suivre. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. L'opposition burkinabé appelle à la démission du Premier ministre Christophe Dabéré. Elle demande aussi au ministre de la Défense de rendre le tablier. Edi Kombouigo dénonce l'incapacité de ses membres du gouvernement à faire cesser les violences dans le pays depuis plusieurs mois. Les détails. C'est le chef de file de l'opposition qui a fait la demande à l'issue du dialogue politique initié par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Edi Kombouigo dit avoir exigé le départ du Premier ministre Christophe Dabéré et du ministre de la Défense Chérif Sy. Une demande rejetée par la majorité des participants à ces assises, auxquelles les partis d'opposition ont été aussi conviés. L'opposant pointe du doigt l'incapacité des ministres concernés à mettre un terme aux violences au Burkina Faso. Des efforts ont été faits au niveau de l'État pour que la loi de programmation militaire soit bien exécutée. Malgré les acquisitions qui ont permis de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité en armement et en matériel roulant, des besoins subsistent, a souligné de son côté le président des partis de la majorité, Simon Compaoré. Le président Roch-Marc Christian Kaboré s'est engagé jeudi lors du lancement du dialogue politique à mettre en œuvre les conclusions consensuelles qui sortiront des débats francs, ouverts et démocratiques. Dans la nuit du 4 au 5 juin, au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales ont été tuées dans l'attaque du village de Solane, près de la frontière avec le Niger. Cette attaque était la plus meurtrière depuis 2015. Au Mali, les dernières initiatives du nouveau Premier ministre Choguel Maïga ne rassurent pas du tout toute la classe politique. Le Parena, le parti de Thiébile Dramé, dit craindre que le Premier ministre ne soit donc en train de préparer les conditions d'un prolongement de la période de transition. Le reportage pour mieux comprendre. Il sera envisagé la création d'un organe unique indépendant de gestion des élections, réclamé unanimement par la classe politique et la société civile. Et la relecture intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, dans le respect des principes fondamentaux énoncés, seront poursuivis et approfondis. Des initiatives somme toute heureuses qui devront prendre corps à partir des assises dites nationales de refondation, ANR, mentionne Choguel Maïga, le Premier ministre malien. Mais tout ceci réalisable en combien de temps chrono? C'est justement à ce niveau que le bas blesse, à en croire le Parena, le Parti pour la Renaissance nationale de Thiébile Dramé. Pour le bureau politique du parti de l'opposition, les chantiers que le Premier ministre veut ouvrir visent à préparer les conditions d'un prolongement de la période transitoire parce que le temps restant ne saurait suffire pour entreprendre l'organisation dite non consensuelle d'assises de la refondation. Ensuite, mentionne le bureau politique, le temps fera sans doute défaut pour conduire aussi toutes les réformes et organiser à temps la présidentielle et les législatives. Une crainte visiblement partagée par d'autres acteurs politiques qui attendent tout de même le démarrage effectif des chantiers annoncés avant de tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Reste donc au Premier ministre, fin connaisseur du sérail politique malien, de dissiper les craintes. Le tout premier défi sera alors de parvenir à réussir la tenue, comme prévu, des élections présidentielles et législatives fin février 2022. Mais s'il veut tenir les dates, comment va-t-il s'y prendre? S'interroge plus d'un. S'il veut repousser l'échéance, comment va-t-il pouvoir passer le fil par le chat de l'aiguille sans provoquer le courroux de la communauté internationale et des siens comme Thiébile Dramé? Autant de questions que sans doute les prochains jours permettront d'élucider.
En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a confirmé la destitution de Zoé Kabila, frère de Joseph Kabila, de son poste de gouverneur de la province de Tanganyika. La décision a été annoncée cette fin de semaine à l'issue d'une audience publique. Pas de suite favorable à la requête de Zoé Kabila, le petit frère de l'ancien président congolais qui demandait à être réhabilité dans ses fonctions. L'arrêt de la Cour constitutionnelle a été sans appel. La Cour constitutionnelle estime que la requête introduite par le gouverneur déchu de Tanganyika, Zoé Kabila, est non fondée. Accusé de mauvaise gestion et d'incompétence, Zoé Kabila ne s'était pas présenté à la plénière convoquée pour examiner son éventuel départ. Et il avait prétesté être à Kinshasa en attente d'une audience avec le président de la République. Mais selon le procureur, après investigation, Zoé Kabila n'a produit aucune preuve de sa présence dans la capitale. De plus, il aurait pu se faire représenter lors de cette plénière, a estimé le procureur. La motion de défiance concernait son équipe et non la seule personne du gouverneur. Conséquence, sa destitution est consommée. Zoé Kabila perd une fois pour toutes son fauteuil de gouverneur. En effet, en mai, 13 élus provinciaux sur les 25 que compte l'Assemblée provinciale de Tanganyika avaient voté pour le départ de l'équipe à la tête de la province. Un vote qui avait provoqué de vives protestations, mais Zoé Kabila avait gardé son calme, comptant sur la décision de la Cour constitutionnelle qui vient ainsi de tomber, mais en sa défaveur. Des milliers de croyants orthodoxes fêtent Michael, l'un des principaux saints de l'église orthodoxe éthiopienne à Mekele, la région la plus peuplée du Tigré, de ce pays de plus de 110 millions d'habitants. L'Éthiopie, il faut donc rappeler, tient ce lundi des élections législatives et régionales, plusieurs fois reportées, entre autres pour des raisons de coronavirus. En silence, la Marie Blanche se dirige vers l'église pour célébrer Saint Michael, figure religieuse vénérée en Éthiopie. Aux premières heures du jour, des milliers de croyants orthodoxes gagnent l'édifice portant le nom du saint, l'un des plus connus de Bahir Dar, capitale de l'Amhara, la deuxième région la plus peuplée de ce pays d'au moins 110 millions d'habitants. Drapés dans un voile blanc porté à l'église, les fidèles affluent vers l'office qui a commencé au cœur de la nuit. Dans la cour de l'église, certains fidèles sont plongés dans la lecture de leur Bible. Et c'est dans l'allégresse qu'ils accueillent le cortège de prêtres venus leur présenter une réplique des tables de la loi conservées selon le culte à Aksum, au Tigré, une région située au nord de l'Amhara et meurtrie par la guerre et la famine. Jamais les prêtres ni les chanteurs ne mentionneront ce conflit qui dure depuis 7 mois, pas plus que les violences ethniques qui touchent l'Éthiopie, et notamment la région Amhara. Mais l'un des populaires chants liturgiques appelle à la paix et à l'unité. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique tient lundi des élections législatives et régionales, plusieurs fois reportées en raison d'abord de la pandémie de Covid-19, puis de défis sécuritaires et logistiques. En Guinée-Conakry, les autorités étatiques ont officiellement annoncé la fin de la deuxième vague de l'épidémie d'Ebola, une annonce faite à la fin de ce week-end dans le sud-est du pays. Les détails pour mieux comprendre. L'épidémie d'Ebola réapparue récemment en Guinée est désormais une vieille histoire, car vaincue. C'est du moins l'annonce conjointement faite ce week-end par les autorités guinéennes avec le représentant sur place de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Aujourd'hui, 19 juin 2021, 42 jours, soit 2 fois la période d'incubation de la maladie à virus Ebola, se sont écoulés depuis que le dernier cas confirmé d'Ebola, qui avait échappé au suivi, ait été considéré comme présentant un risque zéro de transmission de la maladie dans la communauté. La conclusion est sans embâche. Nous sommes tous heureux. Je suis heureux de déclarer solennellement au nom du chef de l'État la fin de la résistance de l'épidémie de la maladie du virus Ebola en Guinée. Pour autant, l'autorité n'entend pas baisser la garde. Nous allons continuer à maintenir la surveillance, d'abord en continuant la sensibilisation, l'information,
Parce que souvent, c'est le manque d'information ou la désinformation qui font que les gens prennent des positions de réticence. Après la déclaration de fin d'épidémie d'Ebola, le pays devrait entrer dans une période de surveillance épidémiologique renforcée pendant 90 jours, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il pourra alors concentrer désormais toutes les énergies sur le coronavirus. Relativement peu touché par la pandémie, la Guinée a déclaré plus de 23 400 cas, dont 168 décès, selon un dernier bilan rendu public en fin de semaine. Les États-Unis ont commémoré ce week-end la fin de l'esclavage. À cette occasion, une statue de George Floyd, l'Afro-Américain tué par un policier blanc à Minneapolis en mai 2020, a été inaugurée dans le quartier new-yorkais de Brooklyn. Les États-Unis célébraient samedi Juneteenth, jour anniversaire de la fin de l'esclavage dans ce pays, désormais férié, 1 an après la mort de George Floyd. Son meurtre a déclenché aux États-Unis et bien au-delà un mouvement de fond contre le racisme et les brutalités policières envers les Afro-Américains. La mobilisation a contribué, entre autres, à renforcer considérablement la visibilité de Juneteenth, dont beaucoup d'Américains, y compris Afro-Américains, ignoraient l'existence il y a encore 2 ans. Contraction des mots juin et 19 en anglais, cette date marque le jour où les derniers esclaves d'une île du Texas ont appris le 19 juin 1865 qu'ils étaient libres. Occasion festive depuis 1866, ce jour l'est encore davantage cette année, car c'est aussi le premier événement national célébré sans restrictions sanitaires, la plupart des mesures encore en vigueur pour lutter contre la pandémie de coronavirus ayant été levées ces dernières semaines. Et jeudi, le président américain Joe Biden a promulgué une loi faisant du 19 juin un jour férié national, 156 ans après. Une statue de George Floyd, afro-américain tué par un policier à Minneapolis en mai 2020, a été inaugurée à l'occasion dans le quartier new-yorkais de Brooklyn. Mesdames, Messieurs, ici se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.